Bonjour à vous. Faire une thématique pour parler de souveraineté numérique, comment vous considériez que j'allais pas venir sur le terrain de l'open source et de l'open innovation? Évidemment que je vais venir sur le terrain de l'open source. C'est intrinsèquement une solution de souveraineté. Jingle. Allons-y. Parlons open source, fondation. Parlons évidemment d'open innovation. Notre objectif, c'est de rechercher et d'étudier quels sont les leviers stratégiques que nous apportent ces solutions. Pourquoi l'open source est stratégique pour la souveraineté? Je dois vraiment vous poser la question. Si c'est le cas, c'est que vous venez d'arriver sur ma chaîne. Et par contre, si vous avez l'habitude de regarder des vidéos sur ma chaîne, je pense que la question, vous avez déjà la réponse. Mais c'est pas grave. On répond parce qu'à chaque fois, j'essaye d'être le plus accessible pour tout le monde. C'est pas une question technique. C'est bien plus qu'une question technique. J'ai fait plein de métaphores. J'ai un de mes amis qui m'a dit qu'une fois la métaphore pour l'open source de la cuisine, elle était pas mal. J'en ai encore une. J'aime bien faire. Je parle beaucoup par métaphore. On va regarder la métaphore du potager communautaire. Un logiciel propriétaire, bah, c'est un peu un supermarché dont vous dépendez. Il y a tout dedans, hein, c'est clair, il vous répond à tous vos problèmes. Par contre, vous êtes captif de ce supermarché. Un logiciel open source, c'est un potager communautaire. On peut y cultiver, on peut adapter, partager les choses. Personne ne peut vous couper l'accès à ce potager, personne ne peut vous imposer les prix. Par contre, effectivement, bah, ça demande peut-être plus d'implication. Je parle bien d'implication. Ce qu'on ce qu'on- ce qu'on discute quand on parle de sujets comme cela, et quand on parle de souveraineté, on parle de la volonté d'être un acteur, de la volonté d'implication autant individuelle que collective. C'est pour ça que j'ai utilisé cette métaphore, parce que je la trouvais très adaptée au sujet spécifique de la souveraineté. Si vous voulez aller regarder la métaphore sur la cuisine, je me rappelle plus quelle vidéo, mais je suis sûr que vous la retrouverez. Forcément, je reviens sur les 4 libertés qui font la souveraineté, qui sont donc les 4 libertés dont on parle systématiquement quand on parle d'open source. Utiliser le logiciel sans restriction, c'est la définition même de la souveraineté. Étudier son fonctionnement, accéder au code source, c'est la liberté d'utiliser comme on veut, de comprendre comment ça fonctionne. Encore une fois, on parle de souveraineté. Modifier pour l'adapter à ses besoins, c'est un enjeu de souveraineté. Et redistribuer ces améliorations, bah ça c'est un enjeu éthique pour le coup. C'est pas forcément de la souveraineté, c'est l'éthique associée à la souveraineté. Donc sur les 4 libertés de l'open source et du libre, on retrouve quand même trois libertés qui sont des enjeux de souveraineté et un enjeu éthique, celui du nid démocratique que doit être l'Europe. Ces 4 libertés, si vous ne le saviez pas déjà, si vous n'avez pas suivi les vidéos que j'ai fait sur le sujet, ce sont celles qui sont définies par la Free Software Foundation, par Richard Stallman. Donc c'est ça avant tout des libertés définies dans le cadre du libre et pas du cadre de l'open source. Et vous le savez, je ne suis pas un ayatollah du libre. Moi, je considère que c'est la définition de l'open source qui m'intéresse le plus. Par contre, ces libertés, elles sont intéressantes parce que elles sont exactement celles dont on a besoin pour construire une souveraineté logicielle. Par contre, effectivement, cette vision par Richard Stallman, elle est complètement décorrélée du business, et c'est ça qui m'intéresse pas forcément. Là, forcément, on le sait, la souveraineté va passer par la souveraineté économique, financière, la souveraineté stratégique de l'Europe, et là, la limite avec le libre, elle va vite arriver. Par contre, c'était important de montrer quand même que ça résonne, tout ça. Alors, on en a parlé un petit peu dans le début du cycle. Les grandes fondations européennes et mondiales, il y en a un certain nombre. Et potentiellement, pourquoi je mets mondial? Parce qu'il y en a certaines où, effectivement, elles sont en train de revenir en Europe, mais de toute façon, elles ont des dimensions mondiales. Une fondation open source, elle a de facto une dimension mondiale parce que le contributif n'a pas de limite et n'a pas de frontières.
quelqu'un qui veut contribuer à un projet open source, qui soit pas du pays de celui qui produit le logiciel, on s'en fout royalement. Du moment qu'il produit quelque chose de qualité et qu'il fabrique du bien commun, du commun numérique. Donc, regardons un peu ces fondations. On a effectivement l'Eclipse Foundation, qui maintenant est à Bruxelles. Qui, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, l'Eclipse Foundation, c'est un peu la maison de Java. C'est un peu là où on a les JSR, c'est là où on a la spécification de ce que doit être Java. Plus de 400 projets, plus de 350 membres, et quand je dis membres, ce sont des membres éminents. C'est quand même effectivement un géant qui est revenu dans le giron européen. L'Apache Software Foundation, effectivement, elle est aux USA, mais on ne peut pas dire ça. Elle est extrêmement internationale, cette communauté. Effectivement, son board est aux USA. Par contre, il y a une communauté européenne très forte autour et qui potentiellement garantit l'universalité de cette fondation. Et en plus, c'est dans sa génétique initiale, l'Apache Software Foundation est probablement pas du tout aligné avec des objectifs de souveraineté exclusive américaine, enfin clairement pas. Plus de 350 projets. Il est important de noter aussi la FSFE, la Free Software Foundation Europe, qui est à Berlin et qui effectivement représente une vraie force du libre, mais aussi de l'open source pour l'Europe. On a une fondation que moi, dont je suis un membre, pas un membre actif, mais un membre un gentil contributeur à mon échelle, mais qui pour moi est extrêmement importante parce que c'est quand même, je pense, la vraie seule et unique fondation communautaire open source européenne. Parce que vraiment, elle a pour objectif de défendre le logiciel communautaire. Elle est extrêmement active sur la construction de toutes les initiatives autour des biens communs numériques, autour des bonnes pratiques que doit avoir qu'on doit avoir vis-à-vis du logiciel open source et vis-à-vis du logiciel libre. Donc effectivement, moi, voilà, il y a un petit big up aux gens de l'OW2 que j'apprécie et que je connais. On a l'Open Forum Europe qui est à Bruxelles et puis effectivement qui a une influence réglementaire assez importante. Et puis, effectivement, je reviens sur l'Eclipse Foundation parce que c'est quand même important de se dire que quelque chose qui a la dimension de l'Eclipse Foundation, le fait qu'elle déménage son siège des USA vers Bruxelles, c'est au minimum un signal faible, mais je pense que pour le coup, c'est un signal fort. Ça s'est fait en 2021. C'est un acte symbolique, stratégique, fort sur la construction d'une souveraineté numérique européenne. C'est important, on se doit de le souligner. Donc allons-y, parlons un peu de l'Eclipse Foundation. Donc c'est le retour d'un champion de l'open source en Europe, on vient de le dire. Mike Milinkovic, le DG. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'Europe doit investir dans l'open source comme infrastructure publique. Projet clé pour la souveraineté, qu'est-ce qu'on va souligner? Eclipse SDV, Software Defined Vehicle, coalition avec BMW, Bosch, Microsoft, Mercedes, standard ouvert pour le software automobile. Donc on voit, on essaye de définir des écosystèmes pour l'automobile ouverts, et ça c'est vachement bien. Réduire la dépendance au stack propriétaire, exemple QNX de BlackBerry, enfin il y a pas mal d'initiatives. On va avoir l'Eclipse Sovereign Cloud, la volonté de définir une stack cloud open source pour les administrations publiques. On en a parlé, puisque c'est tout à l'heure, c'est en partenariat aussi avec la Sovereign Cloud Stack, le SCS allemand, qu'on a évoqué, peut-être pas dans cette vidéo, mais dans une précédente vidéo. Et puis la partie Eclipse Data Space Component. Alors effectivement, c'était autour de l'initiative Gaia, c'est autour de l'initiative Gaia et de Catena-X, les données industrielles. Alors effectivement, on voit qu'ils sont très très intégrés, impactés dans les sujets autour de l'automobile, parce qu'effectivement l'automobile et l'Allemagne clairement ont des proximités. Permet l'échange de données souveraines entre entreprises européennes. Faut pas se tromper. 35 millions de développeurs utilisent les outils Eclipse dans le monde. Donc c'est pas le Kidam, c'est un usage massif de ce qui est produit par l'Eclipse Foundation.
parce qu'il y a Java derrière, hein, évidemment. Mais donc, voilà, on a un acte fort de souveraineté européenne avec le retour de l'Eclipse Foundation en Europe. Je vais évidemment parler d'Open Innovation, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, mais voilà, c'est un modèle stratégique. L'Open Innovation, c'est quoi l'objectif? C'est le même objectif que l'open source. Partager, c'est gagner. La définition d'Henry Chesbrough en 2003, l'Open Innovation, c'est utiliser les flux de connaissances internes et externes pour accélérer l'innovation interne et créer des marchés pour l'usage externe de l'innovation. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur le sujet, qui va être beaucoup plus poussée, exhaustif du sujet, et là on va faire que le balayer rapidement. Pourquoi c'est stratégique pour la souveraineté européenne? Ça évite les modèles fermés, ça évite les dépendances fournisseurs, les coûts de licence élevés, ça évite les lock-in technologiques, l'innovation centralisée, et puis ça évite qu'un acteur capte la valeur de façon exclusive. Voilà, on est sur un modèle d'ouverture. C'est le principe même de l'open innovation, c'est pour ça qu'il y a open dedans. Ils sont quand même, ça a été réfléchi, hein. Et effectivement, si on regarde les modèles ouverts, ça nous propose quoi les modèles ouverts? Un contrôle partagé, un coût mutualisé, de l'interopérabilité, c'est à la base même de l'open innovation, une innovation distribuée, c'est-à-dire qu'on on a une innovation qui est sur un maillage d'entreprise plutôt que refermée sur une entreprise, avec donc une capacité à produire des valeurs plus disruptives, avec beaucoup plus de variété que si on le fait dans une initiative fermée. Et puis la valeur est répartie dans un écosystème, on n'a pas de possibilité de vision de monopole sur certains sujets. Qu'est-ce qu'on a comme exemple européen réussi? Les sujets autour de l'automobile, on en a parlé, hein, on vient juste d'en parler avec Catena-X, la plateforme de données partagée entre BMW, Volkswagen, Bosch. Donc on faut plutôt effectivement des partenariats autour de l'Allemagne, hein. Malgré tout, Gaia X, Prometheus X, éducation et emploi, il y a quand même effectivement de Gaia X, il y a des choses positives qui sont sorties, il faut les souligner. OpenIMIS, sur les sujets d'assurance santé, déployé dans 15 pays, développé en open source. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de choses concrètes qui sont sorties en appliquant les principes de l'open innovation. Voilà, je vous ai remis effectivement, hein, voilà, il y a une vidéo que j'avais faite qui s'appelle Open Innovation et Open Source, et je vous encourage à aller la regarder. Maintenant, on va regarder les choses concrètes, des projets open source clés pour de la souveraineté. En gros, essayez de donner une boîte à outils d'alternatives souveraines qui peuvent exister et que vous pouvez utiliser dans vos entreprises, dans vos structures, dans vos institutions ou dans vos projets personnels. Au niveau de l'infrastructure, vous avez des alternatives à VMware. Et je pense que vous êtes tous en train de chercher des alternatives à VMware si vous êtes sur du VMware, parce que ça picote un peu, hein. Ça picote. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Proxmox. On a les choses qui sont produites aussi en Allemagne par SUSI, avec K3S, RKE2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir des solutions sur la sécurité et l'identité, avec Lemon LDAP. Et là, c'est pareil, ça, c'est des projets avec des gens que j'aime bien dedans. Allez voir du côté de Lemon LDAP, NG. On a des solutions pour la bureautique et la collaboration. Évidemment, Nextcloud. Et évidemment aussi OnlyOffice. Et puis on a toute la partie messagerie chiffrée avec Element. Il y a beaucoup de choses, hein, sur le sujet de la bureautique et de la collaboration. Vous avez, en gros, il y a une vie après Office 365, il y a une vie après SharePoint, il y a une vie après Teams. Il y a des choses à construire. Et puis, effectivement, vous avez le sujet de l'IA open source avec OpenWebUI. Vous avez Mistral, vous avez Oliama, vous avez aussi la possibilité de faire de l'open source avec de l'IA chinoise, avec GLM, avec Gemma, même, effectivement, même les leaders, même les GAFAM produisent des choses. Vous avez la possibilité quand même d'aller chercher des solutions open source, open 8. Et encore une fois, voilà. La preuve, hein, que je pense que être un ayatollah sur tous les sujets, c'est pas une bonne chose. Et c'est pour ça qu'on va essayer de mitiger un petit peu la réaction
de sidération sur ce qui s'est passé entre Mistral et Microsoft, parce que à un moment, il faut avoir une vision globale pour... et puis, je pense il faut la projection suffisante, il faut laisser du temps pour analyser quelque chose, pour s'assurer que effectivement on n'est pas passé à côté de quelque chose. C'est un peu ma posture actuelle. Donc si maintenant on essaye de regarder l'open source en pratique, on va prendre un petit persona, on va regarder notre ami Karim là. Il a 45 ans, c'est le DSI d'une métropole de 300 000 habitants. Voilà, donc effectivement, et lui, qu'est-ce qu'il a comme problème? Il nous dit, bah, on payait 800 000 euros par an de licence Microsoft pour nos 3000 agents. Le contrat se renouvelait automatiquement sans qu'on ait la possibilité de négocier. Et si on négocie, de toute façon, ça sert à rien. Sa démarche, la démarche, audit du parc avec OCS Inventory, open source. Il a commencé à se dire qu'est-ce que j'ai comme parc, qu'est-ce que j'ai à adresser. Migration progressive vers Nextcloud pour le stockage et la collaboration. Diffusion de LibreOffice ou d'OnlyOffice, là pour le coup on a le choix, ou même carrément utiliser le Collabora Office qu'il y a en standalone ou avec Nextcloud. Il a mis en place du Keycloak pour la gestion des identités, et puis il est venu s'héberger sur une sovereign cloud stack chez un opérateur régional. Résultat, 18 mois plus tard, moins 40% de coûts logiciels, la donnée hébergée en France est conformité RGP garantie, un lock-in data qui a forcément diminué, qui a même disparu, et puis 2 emplois créés en interne pour la gestion de la stack. Alors oui, il a créé 2 emplois. C'est bien. Pourquoi on se pose la question? C'est bien. Donc effectivement, on a perdu en confort de vendeur, mais on a gagné en liberté. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Karim. Ah oui, on a parlé tout à l'heure enfin, dans une autre vidéo, on a parlé d'ARM. Et on n'a pas parlé d'open hardware jusqu'à présent. Donc là, on va parler un tout petit peu de risque V, risque 5. Vous l'appellerez comme... Je sais toujours pas s'il faut dire risque V ou risque 5. Et si sur les commentaires, vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera me coucher moins bête. L'open hardware, c'est aussi un enjeu de souveraineté. Et puis, se dire que potentiellement, on peut avoir une révolution des puces open source. Je pense qu'il y a quand même plus que quelque chose à regarder. Il y a là aussi un sujet à défendre, agiter, médiatiser, comme vous l'entendez. Voilà, faites suivre cette vidéo si vous trouvez que c'est pertinent ce que je raconte. N'hésitez pas, parce que je pense qu'à un moment, les payer des royalties, ça va un temps. Mais donc le contexte actuel, on a la quasi-totalité des processeurs mondiaux qui utilisent des architectures propriétaires. Soit du x86, Intel, AMD, c'est pareil, on est sur de la licence propriétaire, soit de la RM pour tout ce qui est device, c'est des licences coûteuses. Alors c'est contrôlé par une entreprise britannique, mais c'est coté aux USA. Risque V ou risque 5, j'arrête, je me promis. C'est une alternative ouverte, c'est une architecture de jeu d'instruction, ISA, libre, ouverte, en licence BSD. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une licence BSD, il y a aussi une vidéo qui va vous l'expliquer. Il y a une fondation qui est basée en Suisse, donc Risque 5 International ou Risque V International. Excusez-moi, j'arrête. Relocalisé de Californie en 2020, et précisément pour des raisons de souveraineté. Et puis effectivement, dans les membres, on a Google, on a Alibaba, on a Western Digital, on a l'INRIA, on a l'ETH Zurich, on a le CEA. Enfin, clairement, il y a quelque chose. Et quand on sait qu'on a ST Microelectronics qui est chez nous, moi, je me surprends des fois à me dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc l'Europe et risque V. On a le programme EPI, l'European Processor Initiative. Donc c'est un processeur haute performance européen basé sur risque V. On a RISE Project de EU Horizon. 200 millions investis dans l'écosystème risque V. Et puis on a des objectifs de puces souveraines pour HPC, l'IoT, l'automobile. Donc typiquement l'IoT ou l'automobile, on est sur les plates-bandes de ST Microelectronics. Donc risque 5, c'est au hardware c'est une évidence pour moi. Je ne peux pas le voir autrement. Risque 5, c'est pour le hardware ce que Linux est au logiciel. Et clairement, c'est peut-être
un élément clé. C'est un commun numérique mondial, mais au-delà de même d'être un commun numérique, ça va être une clé de l'implémentation physique d'un commun numérique. On s'approche de la fin, il nous reste une dernière vidéo et on s'est posé une question de savoir si l'Europe était encore dans la course. J'ai essayé de donner plein de petits éléments, j'ai essayé de vous montrer du négatif, du franchement négatif, du positif, du très positif, de vous montrer des atouts. Il va falloir qu'on ait une synthèse, qu'on ait une conclusion. Donc à demain pour la conclusion. Au revoir.